Optimiser vos méthodologies opérationnelles va être vraiment le meilleur investissement que vous allez pouvoir faire. Vos procédures sont existantes parfois depuis plusieurs années. Alors, il ne faut pas faire un audit interne tous les 5 mois ou même tous les ans, mais si vous constatez qu'il y a des gros dysfonctionnements via les tableaux de bord ou via simplement ce qui ressort de vos équipes, donc les entretiens qualitatifs, ou simplement si ça fait 5 ans ou 10 ans que la même procédure existe, il est peut-être temps de faire un audit interne. L'audit interne, ça va vraiment être d'identifier les dysfonctionnements, mais aussi de dévoiler des pistes d'amélioration. Et ces audits vont vraiment permettre à vos équipes de vraiment rester alignées sur les meilleures pratiques et d'adopter une approche proactive sur la qualité et l'efficacité. Un audit, comment est-ce qu'on le gère? Eh bien donc tout d'abord, 1, on le prépare, 2, on fait l'audit, on inventorise, on priorise, et 3, on fait un suivi, on améliore et surtout, on communique. Comment est-ce que ça se prépare? La première étape va être de comprendre la procédure, donc savoir de quels objectifs on parle, de quel périmètre on parle, peut-être qu'on parle de plusieurs procédures, donc vraiment savoir qu'est-ce qu'on va analyser. Deuxièmement, on va désigner un responsable. Alors l'idéal, et donc vous allez réunir, c'est une équipe d'auditeurs compétents et impartiaux. Ensuite, vous allez documenter. Donc, on va collecter toutes ces informations, on va noter tout, qui fait quoi, comment est-ce qu'on va auditer. On va trouver les personnes ressources, qui est-ce qu'on va interroger, à quel point, est-ce qu'on va aller du simple mail, une rencontre informelle ou carrément un workshop, parce que c'est des personnes qui sont très importantes pour la procédure. Définissez vraiment bien tout ça. Et surtout, ne vous contentez pas des chefs de service, s'il vous plaît. Les personnes sur le terrain sont les plus amènes de vous donner des informations les plus vraies. Et finalement, nous allons planifier un calendrier, parce que comme je le dis souvent, si on ne se donne pas de délai respectable et respecté, on ne le fera jamais. Que ce soit un workshop, un mail ou une réunion, il faut le cadrer. Pour cadrer, si vous voulez aller plus loin, je vous réfère à ma formation sur les réunions. Mais donc, ce qui est important, c'est de dire pourquoi on est là, de ne pas sortir du sujet et de prendre toutes les informations sans jugement sur le moment. Juste noter. Et bien faire comprendre aux gens que tout ne sera pas résolu, mais que tout sera pris en compte. Et donc, vous allez lister tout avec les informations suivantes. Qui, quoi, quand, à qui, quelles conséquences. Par exemple, si quelqu'un vous dit quand un client appelle, l'équipe d'accueil n'a pas de vision sur son historique et ne sait pas à qui elle doit transférer l'appel, qui le signale? Le responsable d'accueil et deux autres du collègue du service. Pour qui? C'est pour toute l'équipe d'accueil. Quoi? Pas de vision sur l'historique. Quand? Plusieurs fois par jour. Conséquence? On ne sait pas à qui transférer. Erreur. Temps perdu. Déranger plusieurs collègues. Vous avez reçu avec cette capsule vidéo un template. C'est un template qui est en format Excel, un template d'audit. Je vous montre comment il est composé. Nous avons un onglet avec les dysfonctionnements et un onglet avec les améliorations, donc le plan d'action. Ensuite, vous allez prioriser tous ces dysfonctionnements parce que clairement, vous n'allez pas pouvoir résoudre tout d'un coup. C'est important d'ailleurs de le communiquer au début à vos équipes. Et pour prioriser, vous avez 3 critères. Le premier critère, ça va être la fréquence. À quelle fréquence ce problème arrive-t-il? Si c'est quelque chose qui arrive une fois par an, peut-être qu'on peut attendre avant d'essayer de le résoudre et plutôt de résoudre en premier ce qui arrive tous les jours. Ensuite, l'impact. Combien de personnes sont concernées par ce problème? Si c'est juste une personne qui vit le problème ou si c'est toute une équipe ou si pas toute la société, on va évidemment prioriser différemment. Et puis ensuite, la gravité. Les conséquences, à quel point sont-elles graves? Si on est avec quelque chose où on risque d'avoir un problème électrique sur toute une usine ou si on est avec quelque chose où on risque de perdre une demi-heure à chercher un document, on n'est pas au même niveau de gravité. Vous allez donc commencer par récolter l'ensemble des dysfonctionnements auprès des différentes personnes concernées par la procédure. Et vous allez compléter le titre du dysfonctionnement, sa description, quelles sont les conséquences de ce dysfonctionnement, donc vraiment quels sont concrètement les problèmes que ça cause, la gravité de 1 à 5, 1 étant le moins grave, 5 le plus grave, la fréquence à laquelle ça arrive, pareil, de 1 à 5, et le nombre de personnes impactées dans la société, de 1 à 5, 5 étant évidemment si toute la société et ses clients et ses partenaires sont impactés par ce problème. Le code de criticité se calcule automatiquement. Vous pourrez ensuite choisir la suite à donner entre faire un plan d'action et ne donner aucune suite, et lié au plan d'action que vous aurez complété dans l'étape d'après. Dans notre exemple, nous n'avons que 5 dysfonctionnements. C'est une situation plutôt idéale. Et donc, nous allons essayer de les prioriser grâce à la gravité, la fréquence et l'impact. Par exemple, le problème que les données clients sont incomplètes, c'est pas si grave que ça. Apparemment, ça arrive quand même assez souvent et il n'y a qu'un service qui en est impacté.
Le fait d'avoir des doubles réservations de rendez-vous, c'est quand même un petit peu plus grave. Apparemment, ça arrive quand même un petit peu plus souvent et il y a plus de personnes qui sont impactées puisque à la fois les clients, les techniciens et le service de rendez-vous est impacté par ce problème de double réservation de rendez-vous. Le manque de pièces de rechange, c'est vrai que c'est assez grave d'arriver sans pièces de rechange à un rendez-vous. Par contre, ça arrive pas si souvent que ça. Et finalement, il n'y a qu'un service de technicien qui est concerné par ce problème. La mauvaise communication client, ça c'est quelque chose qui est quand même grave. Donc les clients qui reçoivent pas les bonnes informations, pas les bonnes dates de rendez-vous. Apparemment, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Et donc le nombre de personnes impactées, c'est énorme puisque c'est à peu près toute la société qui va être impactée par le fait qu'on va avoir des plaintes de clients. Des retards dans l'attribution, c'est moyennement grave. Apparemment, ça n'arrive pas si souvent que ça. Et le nombre de personnes impactées, c'est uniquement le service technique et donc c'est un petit peu moins de personnes. Maintenant que nous avons complété tout ça, le code de criticité, c'est calculé automatiquement et vous allez pouvoir, via la colonne G, trier par ordre alphabétique du plus grand au plus petit et donc en premier se mettra le dysfonctionnement qui est le plus critique et en dernier le dysfonctionnement qui est le moins critique. Si vous faites un audit pour faire un audit, puis plus rien, arrêtez tout de suite de regarder cette vidéo. Personne ne voudra plus jamais participer, s'impliquer dans vos audits s'ils savent que de toute façon, ça sert à rien. Lorsqu'il y a des problèmes, des non-conformités, des opportunités d'amélioration qui sont détectées, il faut ensuite élaborer et mettre en œuvre des plans d'action. Évidemment, en fonction de votre degré de priorisation que vous avez établi au préalable. Donc, il va falloir premièrement différencier deux choses. Vous avez l'amélioration corrective. Et donc là, on va vraiment résoudre des problèmes identifiés. Et vous avez l'amélioration continue. Et là, on va vraiment affiner les processus de façon à maximiser les résultats. Donc, faire des choses qu'on n'avait pas prévues avant parce qu'il y a des opportunités technologiques, parce que peut-être qu'on a des nouveaux programmes, on a plus de budget, etc. Pour pouvoir prioriser ces actions, on va utiliser deux critères, selon évidemment l'importance du ou des dysfonctionnements auxquels on va répondre, mais aussi la facilité de mise en place. Parce que franchement, si vous savez répondre à un petit problème très 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 rapidement, franchement, faites-le. Ça fera plaisir aux gens et ça va leur donner confiance et vont avoir envie de vous suivre par la suite. Vous allez écrire le titre du plan d'action, choisir si c'est une amélioration corrective ou continue, le décrire et le lier à un ou plusieurs dysfonctionnements qui sont évidemment repris dans la liste. Le taux de criticité se calcule tout seul. Vous devrez ensuite compléter la facilité du plan d'action et la priorisation se calculera toute seule. Dans notre exemple, nous avons simplement choisi 3 actions pour améliorer: une amélioration du logiciel de rendez-vous, la formation du personnel d'accueil et la nouvelle centrale téléphonique. Ces 3 actions ont chacune des réponses à des dysfonctionnements différents, un ou plusieurs. Un même dysfonctionnement peut évidemment aussi être résolu par plusieurs plans d'action. Les taux de criticité donc se calculent automatiquement en fonction des dysfonctionnements que vous avez choisis et donc vous devez simplement maintenant compléter la facilité, 5 étant les choses les plus faciles, 1 les moins faciles. Donc par exemple, l'amélioration du logiciel de rendez-vous, ça a quand même un certain coût, on va mettre une facilité de 2, tandis que la formation du personnel d'accueil, ça peut se mettre très très vite en place et ne pas être si coûteux que ça, donc on va mettre une facilité de 5. Et la nouvelle centrale téléphonique, ça c'est quand même très très coûteux, c'est quand même un gros changement, donc on va mettre une facilité de 1. Et maintenant vous avez un taux de priorisation qui s'est calculé automatiquement, et donc si vous triez du plus grand au plus petit, vous aurez en premier les choses que vous pouvez rapidement mettre en place, comme la formation du personnel d'accueil, ensuite l'amélioration du logiciel, et puis la nouvelle centrale téléphonique. C'est la dernière étape, mais en fait, c'est plutôt une étape qui doit être continue et parallèle à toutes les autres, c'est la communication. Les gens ont pris du temps pour vous, sur leur temps de travail, pour vous aider à améliorer les processus. Alors la première chose à faire, c'est de les remercier. C'est de leur dire merci, mais aussi de les respecter et de communiquer de manière régulière sur l'avancement de votre projet et d'être transparent sur ce que vous avez décidé de prendre en main ou pas. Et grâce à ça, les gens vont facilement vous faire confiance et vont être de plus en plus impliqués et il y aura un peu moins de résistance au changement. Pour vous assurer que vos procédures sont toujours suivies, qu'elles sont toujours d'actualité, que vos équipes ont bien les moyens, que ce soit des ressources matérielles, mais aussi les compétences pour pouvoir répondre à ces procédures, il n'y a pas de miracle, vous devez passer par la case audit. Et n'oubliez jamais que cet audit a 2 objectifs. Le premier est d'évaluer la conformité de vos procédures, donc vérifier s'il y a des problèmes, des dysfonctionnements. Et le deuxième est de vérifier s'il y a des possibilités d'amélioration, donc l'amélioration continue les opportunités. En gardant toujours en tête la philosophie principale, une
procédure est là pour vous rendre service. Si la procédure vous demande plus d'efforts que ce que de service elle ne vous rend, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut donc simplifier cette procédure. Vous êtes maintenant avec une palette d'outils pour pouvoir mener vos audits de procédure. Utilisez-les afin d'améliorer et de rendre plus efficaces vos procédures. Gardez bien en tête que ce sont des outils et que votre bon sens et votre esprit critique sont vos meilleures armes, et que ces outils doivent vous servir et être utiles pour vous faire gagner du temps. Car qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, votre temps a de la valeur, alors utilisez des outils pour en prendre soin. Si vous n'avez pas le temps, que vous souhaitez que quelqu'un d'impartial s'occupe de vos audits et que vous aimez ma manière de voir les choses et ma philosophie de travail et mon éthique de travail, n'hésitez pas à faire appel à moi, je vous répondrai avec grand plaisir.